Gervaise avait attendu Lantier jusqu'à 2 heures du matin. Puis, toute frissonnante d'être restée en camisole à l'air vif de la fenêtre, elle s'était assoupie, jetée en travers du lit, fiévreuse, les joues trempées de larmes. Depuis 8 jours, au sortir du veau à 2 têtes, où il mangeait, il l'envoyait se coucher avec les enfants et ne reparaissait que tard dans la nuit, en racontant qu'il cherchait du travail. Ce soir-là, pendant qu'elle guettait son retour, elle croyait l'avoir vu entrer au bal du grand balcon, dont les 10 fenêtres flambantes éclairaient d'une nappe d'incendie la coulée noire des boulevards extérieurs. Et derrière lui, elle avait aperçu la petite Adèle, une brunisseuse qui dînait à leur restaurant, marchant à 5 ou 6 pas, les mains ballantes, comme si elle venait de lui quitter le bras, pour ne pas passer ensemble sous la clarté crue des globes de la porte. Quand Gervaise s'éveilla vers 5 heures, raidie, les reins brisés, elle éclata en sanglots. Lantier n'était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. Elle resta assise au bord du lit, sous le lambeau de perse déteinte qui tombait de la flèche attachée au plafond par une ficelle, et lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie, meublée d'une commode de noyer dont un tiroir manquait, de 3 chaises de paille et d'une petite table graisseuse sur laquelle traînait un pot à eau ébréché. On avait ajouté pour les enfants un lit de fer qui barrait la commode et emplissait les 2 tiers de la pièce. La malle de Gervaise et de Lantier, grande ouverte dans un coin, montrait ses flancs vides, un vieux chapeau d'homme tout au fond, enfoui sous des chemises et des chaussettes sales. Tandis que le long des murs, sur le dossier des meubles, pendait un châle troué, un pantalon mangé par la boue, les dernières nippes dont les marchands d'habits ne voulaient pas. Au milieu de la cheminée, entre 2 flambeaux de zin dépareillés, il y avait un paquet de reconnaissance du mont-de-piété, d'un rose tendre. C'était la belle chambre de l'hôtel, la chambre du premier, qui donnait sur le boulevard. Cependant, couchés côte à côte sur le même oreiller, les 2 enfants dormaient. Claude, qui avait 8 ans, ses petites mains rejetées hors de la couverture, respirait d'une haleine lente, tandis qu'Étienne, âgé de 4 ans seulement, souriait à un bras passé au cou de son frère. Lorsque le regard noyé de leur mère s'arrêta sur eux, elle eut une nouvelle crise de sanglots. Elle tamponna un mouchoir sur sa bouche pour étouffer les légers cris qui lui échappaient. Et, pieds nus, sans songer à remettre ses savates tombées, elle retourna s'accouder à la fenêtre. Elle reprit son attente de la nuit, interrogeant les trottoirs au loin. L'hôtel se trouvait sur le boulevard de la Chapelle, à gauche de la barrière poissonnière. C'était une masure de 2 étages, peinte en rouge lit de vin jusqu'au second, avec des persiennes pourries par la pluie. Au-dessus d'une lanterne aux vitres étoilées, on parvenait à lire entre les 2 fenêtres Hôtel Boncoeur, tenu par Marsouillet, en grandes lettres jaunes, dont la moisissure du plâtre avait emporté des morceaux. Gervaise, que la lanterne gênait, se haussait, son mouchoir sur les lèvres. Elle regardait à droite, du côté du boulevard de Rochechouart, où des groupes de bouchers devant les abattoirs stationnaient en tablier sanglant. Et le vent frais apportait une puanteur par moments, une odeur fauve de bêtes massacrées. Elle regardait à gauche, enfilant un long ruban d'avenue, s'arrêtant presque en face d'elle à la masse blanche de l'hôpital de la Riboisière, alors en construction. Lentement, d'un bout à l'autre de l'horizon, elle suivait le mur de l'octroi derrière lequel, la nuit, elle entendait parfois des cris d'assassinés. Et elle fouillait les angles écartés, les coins sombres, noirs d'humidité et d'ordures, avec la peur d'y découvrir le corps de Lantier, le ventre troué de coups de couteau. Quand elle levait les yeux au-delà de cette muraille grise et interminable qui entourait la ville d'une bande de désert, elle apercevait une grande lueur, une poussière de soleil, pleine déjà du grondement matinal de Paris. Mais c'était toujours à la barrière poissonnière qu'elle revenait, le cou tendu, s'étourdissant à voir couler entre les 2 pavillons trapus de l'octroi le flot ininterrompu d'hommes, de bêtes, de charrettes, qui descendaient des hauteurs de Montmartre et de la Chapelle. Il y avait là un piétinement de troupeaux, une foule que de brusques arrêts étalaient en marre sur la chaussée, un défilé sans fin d'ouvriers allant au travail, leurs outils sur le dos, leurs pains sous les bras. Et la cohue s'engouffrait dans Paris, où elle se noyait continuellement. Lorsque Gervaise, parmi tout ce monde, croyait reconnaître Lantier, elle se penchait davantage au risque de tomber. Puis elle appuyait plus fortement son mouchoir sur la bouche, comme pour enfoncer sa douleur. Une voix jeune et gaie lui fit quitter la fenêtre. Le bourgeois n'est donc pas là, madame Lantier? Mais non, monsieur Coupeau, répondit-elle en tâchant de sourire. C'était un ouvrier zingueur qui occupait tout en haut de l'hôtel un cabinet de 10 francs. Il avait son sac passé à l'épaule. Ayant trouvé la clé sur la porte, il était rentré en ami. Vous savez, continua-t-il, maintenant je travaille là, à l'hôpital. Hein? Quel joli mois de mai. Ça pique dur ce matin. Et il regardait le visage de Gervaise, rougi par les larmes. Quand il vit que le lit n'était pas défait, il hocha doucement la tête. Puis il vint jusqu'à la couchette des enfants qui dormaient toujours avec leur mine rose de chérubin et baissant la voix. Allons, le bourgeois n'est pas sage, n'est-ce pas? Ne vous désolez pas, madame Lantier. Il s'occupe beaucoup de politique. L'autre jour, quand on a voté pour Eugène Sue, un bon, paraît-il, il était comme un fou. Peut-être bien qu'il a passé la nuit avec des amis à dire du mal de cette crapule de Bonaparte. Non, non, murmura-t-elle avec effort, ce n'est pas ce que vous croyez. Je sais où est Lantier.
Nous avons nos chagrins, comme tout le monde, mon Dieu. Coupeau cligna les yeux pour montrer qu'il n'était pas dupe de ce mensonge, et il partit après lui avoir offert d'aller chercher son lait si elle ne voulait pas sortir. Elle était une belle et brave femme, elle pouvait compter sur lui le jour où elle serait dans la peine. Gervaise, dès qu'il se fut éloigné, se remit à la fenêtre. À la barrière, le piétinement de troupeaux continuait dans le froid du matin. On reconnaissait les serruriers à leurs bourgerons bleus, les maçons à leurs cottes blanches, les peintres à leurs paletots, sous lesquels de longues blouses passaient. Cette foule de loin gardait un effacement plâtreux, un ton neutre, où dominait le bleu d'étain et le gris sale. Par moments, un ouvrier s'arrêtait, rallumait sa pipe, tandis qu'autour de lui les autres marchaient toujours, sans un rire, sans une parole dite à un camarade, les joues terreuses, la face tendue vers Paris, qui, un à un, les dévorait, par la rue béante du faubourg Poissonnière. Cependant, aux deux coins de la rue des Poissonniers, à la porte des deux marchands de vin qui enlevaient leurs volets, des hommes ralentissaient le pas. Et avant d'entrer, ils restaient au bord du trottoir, avec des regards obliques sur Paris, les bras mous déjà gagnés à une journée de flâne. Devant les comptoirs, des groupes s'offraient des tournées, s'oubliaient là, debout, emplissant les salles, crachant, toussant, s'éclaircissant la gorge à coups de petits verres. Gervaise guettait à gauche de la rue la salle du père Colombe, où elle pensait avoir vu Lantier, lorsqu'une grosse femme nu-tête, en tablier, l'interpella du milieu de la chaussée. Dites donc, dame Lantier, vous êtes bien matinale. Gervaise se pencha. Tiens, c'est vous, madame Boche? Oh, j'ai un tas de besogne aujourd'hui. Oui, n'est-ce pas? Les choses ne se font pas toutes seules. Et la conversation s'engagea de la fenêtre au trottoir. Madame Boche était concierge de la maison dont le restaurant du Veau à deux têtes occupait le rez-de-chaussée. Plusieurs fois, Gervaise avait attendu Lantier dans sa loge pour ne pas s'attabler seule avec les hommes qui mangeaient à côté. La concierge raconta qu'elle allait à deux pas, rue de la Charbonnière, pour trouver au lit un employé dont son mari ne pouvait tirer le raccommodage d'une redingote. Ensuite, elle parla d'un de ses locataires qui était rentré avec une femme la veille et qui avait empêché le monde de dormir jusqu'à 3 heures du matin. Mais tout en bavardant, elle dévisageait la jeune femme d'un air de curiosité aiguë, et elle semblait n'être venue là se poser sous la fenêtre que pour savoir. Monsieur Lantier est encore couché demanda-t-elle brusquement. Oui, il dort, répondit Gervaise, qui ne put s'empêcher de rougir. Madame Boche vit les larmes lui remonter aux yeux, et satisfaite sans doute, elle s'éloignait en entraînant les hommes de sacrés fainéants, lorsqu'elle revint pour crier. C'est ce matin que vous allez au lavoir, n'est-ce pas? J'ai quelque chose à laver, je vous garderai une place à côté de moi et nous causerons. Puis, comme prise d'une subite pitié. Ma pauvre petite, vous feriez bien mieux de ne pas rester là, vous allez prendre du mal. Vous êtes Violette. Gervais s'entêta encore à la fenêtre pendant 2 mortelles heures jusqu'à 8 heures. Les boutiques s'étaient ouvertes. Le flot de blouses descendant des hauteurs avait cessé, et seuls quelques retardataires franchissaient la barrière à grandes enjambées. Chez les marchands de vin, les mêmes hommes debout continuaient à boire, à tousser et à cracher. Aux ouvriers avaient succédé les ouvrières, les brunisseuses, les modistes, les fleuristes, se serrant dans leurs minces vêtements, trottant le long des boulevards extérieurs. Elles allaient par bandes de 3 ou 4, causaient vivement, avec de légers rires et des regards luisants jetés autour d'elles. De loin en loin, une, toute seule, maigre, l'air pâle et sérieux, suivait le mur de l'octroi en évitant les coulées d'ordures. Puis les employés étaient passés, soufflant dans leurs doigts, mangeant leur pain d'un sou en marchant. Des jeunes gens efflanqués, aux habits trop courts, aux yeux battus, tout brouillés de sommeil, de petits vieux qui roulaient sur leurs pieds, la face blême, usés par les longues heures du bureau, regardant leur montre pour régler la marche à quelques secondes près. De jeunes gens efflanqués, aux habits trop courts, aux yeux battus, tout brouillés de sommeil. De petits vieux qui roulaient sur leurs pieds, la face blême, usés par les longues heures du bureau, regardant leur montre pour régler leur marche à quelques secondes près. Et les boulevards avaient pris leur paix du matin. Les rentiers du voisinage se promenaient au soleil. Les mères en cheveux, en jupe sale, berçaient dans leurs bras des enfants en maillot, qu'elles changeaient sur les bancs. Toute une marmaille mal mouchée, débraillée, se bousculait, se traînait par terre, au milieu de piaulements, de rires et de pleurs. Alors Gervais se sentit étouffé, saisi d'un vertige d'angoisse, à bout d'espoir. Il lui semblait que tout était fini, que les temps étaient finis, que Lantier ne rentrerait plus jamais. Elle allait, les regards perdus, des vieux abattoirs noirs de leur massacre et de leur puanteur, à l'hôpital neuf, blafard, montrant par les trous encore béants de ses rangées de fenêtres, des salles nues où la mort devait faucher. La jeune femme était assise sur une chaise, les mains abandonnées, ne pleurant plus, lorsque Lantier entra tranquillement. C'est toi! C'est toi! Cria-t-elle, en voulant se jeter à son cou. Oui, c'est moi, et après, répondit-il, tu ne vas pas commencer des bêtises, peut-être. Il l'avait écarté, puis d'un geste de mauvaise humeur, il lança à la volée son chapeau de feutre noir sur la commode. C'était un garçon de 26 ans, petit, très brun, d'une jolie figure, avec de minces moustaches qu'il frisait toujours d'un mouvement machinal de la main. Il portait une cotte d'ouvrier, une vieille redingote tachée qu'il pinçait à la taille, et avait en parlant un accent provençal très prononcé. Gervaise, retombée sur la chaise, se plaignait doucement par courtes phrases. « Je n'ai pas pu fermer l'œil. Je croyais qu'on t'avait donné un mauvais coup. Où es-tu allé? Où as-tu passé la nuit? Mon Dieu, ne recommence pas.
Je deviendrai folle. Dis, Auguste, où es-tu allé? Où j'avais affaire, parbleu, dit-il avec un haussement d'épaule. J'étais à 8 heures à la glacière chez cet ami qui doit monter une fabrique de chapeaux. Je me suis attardé, alors j'ai préféré coucher. Puis, tu sais, je n'aime pas qu'on me moucharde. Fiche-moi la paix. La jeune femme se remit à sangloter. Les éclats de voix, les mouvements brusques de Lantier, qui culbutait les chaises, venaient de réveiller les enfants. Ils se dressèrent sur leurs séants, demi-nus, débrouillant leurs cheveux de leurs petites mains. Et entendant pleurer leur mère, ils poussèrent des cris terribles, pleurant eux aussi, de leurs yeux à peine ouverts. Ah, voilà la musique, s'écria Lantier furieux. Je vous avertis, je reprends la porte, moi. Et je file pour tout de bon cette fois. Vous ne voulez pas vous taire? Bonsoir, je retourne d'où je viens. Il avait déjà repris son chapeau sur la commode. Mais Gervais se précipita, balbutiant. Non, non. Et elle étouffa les larmes des petits sous des caresses. Elle baisait leurs cheveux, elle les recouchait avec des paroles tendres. Les petits, calmés tout d'un coup, riant sur l'oreiller, s'amusèrent à se pincer. Cependant le père, sans même retirer ses bottes, s'était jeté sur le lit, l'air éreinté, la face marbrée par une nuit blanche. Il ne s'endormit pas. Il resta les grands yeux ouverts à faire le tour de la chambre. C'est propre ici, murmura-t-il. Puis, après avoir regardé un instant Gervaise, il ajouta méchamment. Tu ne te débarbouilles donc plus? Gervaise n'avait que 22 ans. Elle était grande, un peu mince, avec des traits fins, déjà tirés par les rudesses de sa vie. Dépeignée, en savate, grelottant sous sa camisole blanche où les meubles avaient laissé de leur poussière et de leur graisse, elle semblait vieillie de 10 ans par les heures d'angoisse et de larmes qu'elle venait de passer. Le mot de Lantier la fit sortir de son attitude peureuse et résignée. Tu n'es pas juste, dit-elle en s'animant. Tu sais bien que je fais tout ce que je peux. Ce n'est pas ma faute si nous sommes tombés ici. Je voudrais te voir avec les 2 enfants dans une pièce où il n'y a pas même un fourneau pour avoir de l'eau chaude. Il fallait, en arrivant à Paris, au lieu de manger ton argent, nous établir tout de suite, comme tu l'avais promis. Dites donc, cria-t-il, tu as croqué le magot avec moi. Ça ne te va pas aujourd'hui de cracher sur les bons morceaux? Mais elle ne parut pas l'entendre et elle continua. Enfin, avec du courage, on pourrait encore s'en tirer. J'ai vu hier soir Madame Fauconnier, la blanchisseuse de la rue Neuve. Elle me prendra lundi. Si tu te mets avec ton ami de la glacière, nous reviendrons sur l'eau avant 6 mois, le temps de nous nipper et de louer un trou quelque part, où nous serons chez nous. Oh, il faudra travailler, travailler. Lantier se tourna vers la ruelle d'un air d'ennui. Gervaise alors s'emporta. Oui, c'est ça. On sait que l'amour du travail ne t'étouffe guère. Tu crèves d'ambition. Tu voudrais être habillé comme un monsieur et promener des catins en jupe en soie, n'est-ce pas? Tu ne me trouves plus assez bien depuis que tu m'as fait mettre mes robes au mont-de-piété. Tiens, Auguste, je ne voulais pas t'en parler. J'aurais attendu encore, mais je sais où tu as passé la nuit. Je t'ai vu entrer au grand balcon avec cette traînée d'Adèle. Ah, tu les choisis bien. Elle est propre, celle-là. Elle a raison de prendre des airs de princesse. Elle a couché avec tout le restaurant. D'un saut, Lantier se jeta à bas du lit. Ses yeux étaient devenus d'un noir d'encre dans son visage blême. Chez ce petit homme, la colère soufflait une tempête. Oui, oui, avec tout le restaurant, répéta la jeune femme. Madame Boche va leur donner congé, à elle et à sa grande bringue de sœur, parce qu'il y a toujours une queue d'homme dans l'escalier. Lantier leva les 2 poings. Puis, résistant au besoin de la battre, il lui saisit les bras, la secoua violemment, l'envoya tomber sur le lit des enfants, qui se mirent de nouveau à crier. Et il se recoucha en bégayant, de l'air farouche d'un homme qui prend une résolution devant laquelle il hésitait encore. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire, Gervaise. Tu as eu tort, tu verras. Pendant un instant, les enfants sanglotèrent. Leur mère, restée ployée au bord du lit, les tenait dans une même étreinte, et elle répétait cette phrase à 20 reprises d'une voix monotone. Ah, si vous n'étiez pas là, mes pauvres petits, si vous n'étiez pas là. Tranquillement allongé, les yeux levés au-dessus de lui, sur le lambeau de perse déteinte, Lantier n'écoutait plus, s'enfonçait dans une idée fixe. Il resta ainsi près d'1 heure, sans céder au sommeil, malgré la fatigue qui appesantissait ses paupières. Quand il se retourna, s'appuyant sur le coude, la face dure et déterminée, Gervaise achevait de ranger la chambre. Elle faisait le lit des enfants qu'elle venait de lever et d'habiller. Il la regarda donner un coup de balai, essuyer les meubles. La pièce restait noire, lamentable, avec son plafond fumeux, son papier décollé par l'humidité, ses 3 chaises et sa commode éclopée, où la crasse s'entêtait et s'étalait sous le torchon. Puis, pendant qu'elle se lavait à grande eau, après avoir attaché ses cheveux devant le petit miroir rond pendu à l'espagnolette qui lui servait pour se raser, il parut examiner ses bras nus, son cou nu, tout le nu qu'elle montrait, comme si des comparaisons s'établissaient dans son esprit. Et il eut une moue des lèvres. Gervaise boitait de la jambe droite, mais on ne s'en apercevait guère que les jours de fatigue, quand elle s'abandonnait, les hanches brisées. Ce matin-là, rompue par sa nuit, elle traînait sa jambe, elle s'appuyait au mur. Le silence régnait. Il n'avait plus échangé une parole. Lui semblait attendre. Elle, rongeant sa douleur, s'efforçant d'avoir un visage indifférent, se hâtait. Comme elle faisait un paquet du linge sale jeté dans un coin, derrière la malle, il ouvrit enfin les lèvres, il demanda. « Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu » Elle ne répondit pas d'abord, puis, lorsqu'il répéta sa question furieusement, elle se décida. « Tu le vois bien, peut-être. Je vais laver tout ça. Les enfants ne peuvent pas vivre dans la crotte. »
Il lui laissa ramasser 2 ou 3 mouchoirs, et au bout d'un nouveau silence, il reprit. Est-ce que tu as de l'argent? Du coup, elle se releva, le regarda en face, sans lâcher les chemises sales des petits qu'elle tenait à la main. De l'argent? Où veux-tu donc que je l'ai volé? Tu sais bien que j'ai eu 3 francs avant-hier sur ma jupe noire. Nous avons déjeuné 2 fois là-dessus, et l'on va vite avec la charcuterie. Non, sans doute, je n'ai pas d'argent. J'ai 4 sous pour le lavoir. Je n'en gagne pas comme certaines femmes. Il ne s'arrêta pas à cette allusion. Il était descendu du lit, il passait en revue les quelques loques pendues autour de la chambre. Enfin, il décrocha le pantalon et le châle, ouvrit la commode, ajouta au paquet une camisole et 2 chemises de femme, puis jetant le tout sur les bras de Gervaise. Tiens, porte ça au clou. Tu ne veux pas que je porte aussi les enfants? Demanda-t-elle. Hein? Si l'on prêtait sur les enfants, ce serait un fameux débarras. Elle alla au mont-de-piété, pourtant. Quand elle revint au bout d'une demi-heure, elle posa une pièce de 100 sous sur la cheminée, en joignant la reconnaissance aux autres, entre les 2 flambeaux. Voilà ce qu'ils m'ont donné, dit-elle. Je voulais 6 francs, mais il n'y a pas eu moyen. Oh, ils ne se ruineront pas. Et on trouve toujours un monde là-dedans. Lantier ne prit pas tout de suite la pièce de 100 sous. Il aurait voulu qu'elle fît de la monnaie, pour lui laisser quelque chose. Mais il se décida à la glisser dans la poche de son gilet, quand il vit sur la commode un reste de jambon dans un papier avec un bout de pain. Je ne suis point allé chez la laitière, parce que nous lui devons 8 jours, expliqua Gervaise. Mais je reviendrai de bonne heure. Tu descendras chercher du pain et des côtelettes panées, pendant que je ne serai pas là, et nous déjeunerons. Monte aussi un litre de vin. Il ne dit pas non. La paix semblait se faire. La jeune femme achevait de mettre en paquet le linge sale. Mais quand elle voulut prendre les chemises et les chaussettes de Lantier au fond de la malle, il lui cria de laisser ça. Laisse mon linge, entends-tu? Je ne veux pas. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Demanda-t-elle en se redressant. Tu ne comptes pas sans doute remettre ces pourritures? Il faut bien les laver. Et elle l'examinait inquiète, retrouvant sur son visage de joli garçon la même dureté, comme si rien désormais ne devait le fléchir. Il se fâcha, lui arracha des mains le linge qu'il rejeta dans la malle. Tonnerre de Dieu, obéis-moi donc une fois, quand je te dis que je ne veux pas. Mais pourquoi, reprit-elle, pâlissante, effleurée d'un soupçon terrible, tu n'as pas besoin de tes chemises maintenant, tu ne vas pas partir. Qu'est-ce que ça peut te faire que je les emporte? Il hésita un instant, gêné par les yeux ardents qu'elle fixait sur lui. Pourquoi bégayait-il. Parbleu! Tu vas dire partout que tu m'entretiens, que tu laves, que tu raccommodes. Eh bien, ça m'embête, là. Fais tes affaires. Je ferai les miennes. Les blanchisseuses ne travaillent pas pour les chiens. Elle le supplia, se défendit de s'être jamais plainte, mais il ferma la malle brutalement, s'assit dessus, lui cria non dans la figure. Il était bien le maître de ce qui lui appartenait. Tiens, pour échapper au regard dont elle le poursuivait, il retourna s'étendre sur le lit en disant qu'il avait sommeil et qu'elle ne lui cassa pas la tête davantage. Cette fois, en effet, il parut s'endormir. Gervaise resta un moment indécise. Elle était tentée de repousser du pied le paquet de linge, de s'asseoir là, à coudre. La respiration régulière de Lantier finit par la rassurer. Elle prit la boule de bleu et le morceau de savon qui lui restait de son dernier savonnage, et s'approchant des petits qui jouaient tranquillement avec de vieux bouchons devant la fenêtre, elle les baisa en leur disant à voix basse. Soyez bien sages, ne faites pas de bruit, papa dort.